En 2006, dans le Maryland, un officier de police découvre un incendie sur le bord d'une route qui va susciter plus de questions que de réponses. Ce qui ressemblait à un mannequin était en réalité un corps humain. Ma plus grande peur était qu'elle s'en prenne à quelqu'un d'autre. Derrière les mensonges se cache toute une succession de supercheries. Les témoins ont déclaré avoir vu une femme quitter les lieux, mais ils n'ont jamais découvert son identité. Je ne savais pas de quoi cette femme était capable. Quand un meurtrier œuvre au vu et au su de tous, Elle s'est retournée contre tous ceux qui l'aimaient. jusqu'où peut-il aller? Il y avait un mot qui disait « Ne me cherchez pas, j'ai mis fin à mes jours ». Il a foncé droit sur moi. On a fait tout ce qu'on pouvait pour l'immobiliser. Si on sort pas vite de là, on va y rester. Qui est le prédateur? Et qui est la proie? En 2002, le soir de Noël, tout est calme à Baltimore, dans le Maryland, une ville ouvrière située sur la baie de Chesapeake. Mais à quelques kilomètres des limites de la ville, un incident est en cours. Un incendie est en train de ravager une maison de style victorien. Firefighters say a lit cigarette started the fire, and the wood frame of the home caused it to quickly spread. Les pompiers ont eu du mal à éteindre le feu à cause de la hauteur des flammes et de la chaleur. Cindy McKay, la propriétaire de la maison, et ses deux enfants ont réussi à sortir à temps. Mais les secours sont arrivés trop tard pour sauver son mari. It just was a tragedy, totally. Cindy McKay grandit dans une famille aisée près de Washington, D.C. Son éducation est presque parfaite. Cindy est allée à une école catholique pour filles. Elle était drôle et extravertie. C'était une pom-pom girl. Elle était ravissante et bonne élève. Elle était toujours très gentille avec ses amis et sa famille. Au printemps 1999, à 46 ans, Cindy vient de se marier contre toute attente pour la 3e fois, avec Buddy Downs, 48 ans, chargé de l'entretien des parcs de la ville. Elle pense avoir enfin trouvé le mari idéal. Buddy avait toujours le sourire. Il n'était jamais de mauvaise humeur. Tout le monde l'adorait. C'était un père divorcé avec 2 enfants. Il cherchait l'amour. Cindy a également 2 fils, issus de son mariage précédent, Chris et Matthew. Buddy m'a élevé plus que mon père biologique. Buddy était une des personnes les plus importantes de ma vie. Buddy aimait ses enfants. Il était juste et il avait un grand cœur. Pour bien commencer leur vie ensemble, Cindy et Buddy cherchaient une nouvelle maison. Ils en ont trouvé une de style victorien en haut d'une colline aux abords de Baltimore. Elle nécessitait des travaux et Buddy était manuel. Alors c'était la maison qu'il lui fallait. Ensemble, on a refait le cellier et la cuisine. On a changé les sols. Il m'a beaucoup appris. C'était l'époque où tout allait pour le mieux. La vie est belle, le ménage est prospère et Cindy dépense beaucoup. Elle revenait chargée de ses journées shopping. Elle s'achetait des produits de luxe, de beaux meubles, une belle voiture. À chaque rentrée des classes, elle dépensait entre 1500 et 2000 $ en vêtements. Elle nous offrait tout ce qu'on voulait. Peu de temps après leur emménagement, Cindy trouve du travail comme directrice de bureau au séminaire Sainte-Marie, le plus ancien séminaire catholique américain. Ça se passait bien au travail. Cindy semblait avoir trouvé la stabilité qu'elle recherchait grâce à son couple. Puis les choses ont commencé à se détériorer. Cindy avait été licenciée quand le séminaire a dû réduire ses effectifs à cause de problèmes financiers. L'emploi de Buddy à la mairie ne suffit pas pour payer toutes les factures, surtout quand Cindy est aussi dépensière. Quand Cindy a perdu son travail une semaine avant Noël, ils se sont retrouvés dans une situation difficile. Don't worry. Trust me.
Le soir de Noël de 2002, leurs factures impayées deviennent le cadet de leurs soucis. Je venais d'avoir une nouvelle console. Je ne décrochais pas de mes jeux vidéo. Elle m'a répondu, « Buddy a trop bu. » Il aimait la bière et il fumait souvent dans le canapé. Ce soir-là, il était peut-être plus ivre que d'habitude. Elle m'a dit, il a dû se lever pour aller aux toilettes et a renversé le sapin de Noël. Elle m'a demandé de descendre voir avec elle. Les flammes avaient envahi la maison. J'ai pas réfléchi. Je me disais, si on sort pas vite de là, on va y rester. Je n'allais pas mourir brûlé vif. The fire started just after 9 Christmas night. Cindy Downs and her son were upstairs. Her husband, Clarence Buddy Downs, was downstairs asleep in the living room. Les pompiers ont eu du mal à éteindre le feu à cause de la hauteur des flammes et de la chaleur. Cindy Downs and her son escaped moments before the home was engulfed. He ran out this side door. When we opened that to the outside, more flames just came and calling for Buddy to find his way out. Une fois le feu éteint, le corps de Buddy a été retrouvé sur le canapé du salon. My husband's gone. This is gone. Everything we know, our history is gone. Just gone. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ils ont parlé aux infos d'un incendie domestique. Un homme était mort. Il s'appelait Clarence Buddy Downs. The kids lost a wonderful father, and I lost a very loving, caring husband. Je vais être honnête, ça m'a fait pleurer. Buddy était un homme bien. Ça me paraissait irréel. Je pensais l'avoir rêvé. Mais on est allé voir la maison. Elle était condamnée. Puis, elle a été détruite et on a tout perdu. Cette tragédie fait la une de l'actualité et les voisins de Cindy créent un fonds de soutien pour aider la famille. Tout le monde a participé. Les gens faisaient don de $5, $10, $100. Ils donnaient ce qu'ils pouvaient. C'était Noël et certains ont donné leur dernier dollar. D'anciens employés du séminaire Sainte-Marie ont aussi contribué. Mais alors que les anciens collègues de Cindy ouvrent généreusement leur portefeuille, une enquête interne est en cours à Sainte-Marie. Il y avait une différence entre l'argent qui était censé être sur le compte en banque et le montant réel. Une partie de cet argent avait été déposée sur un autre compte qui n'avait aucun lien avec le séminaire, sur un compte personnel. Ce n'était pas un petit déficit. Il manquait presque $200 000. Tous ceux qui ont travaillé pour le séminaire ces dernières années sont interrogés. Cela inclut l'ancienne directrice de bureau, Cindy McKay Downs. Les enquêteurs lui ont montré toutes les preuves qu'ils avaient. Ils savaient que c'était elle. L'argent avait atterri dans une banque en particulier. Et Cindy avait un compte dans cette banque-là. I took the money. I did. Elle avait des remords. Elle a tout avoué. C'est elle qui avait volé l'argent. Elle avait même un carnet qui montrait comment elle avait fait. Look. Cindy se justifie. Elle était désespérée. Cindy a déclaré qu'elle n'avait pas eu le choix. Son mari était un joueur compulsif, il prenait de la drogue et il blanchissait de l'argent. Selon elle, un usurier était venu chez eux pour les menacer. Il voulait récupérer l'argent du prêt qui avait servi à rembourser les dettes de jeu de Buddy. Ils avaient mis un pistolet dans la bouche de leur fils. Si quelqu'un avait fait ça à un de mes enfants, j'aurais été terrifié. I promise you, okay? I will do whatever it takes to pay the seminary back. Elle se présentait en victime. Elle avait été forcée d'agir ainsi et elle était prête à rectifier ça. Le séminaire accepte de travailler avec Cindy. C'était un établissement chrétien et ils ne cherchaient pas à l'envoyer en prison. Mais la police est tout de même prévenue pour s'assurer qu'elle respecte sa parole. C'est Richard Gibson, un inspecteur de la division des crimes économiques de la police de Baltimore, qui est chargé de cette affaire.
Quand je suis allé voir les enquêteurs au séminaire, ils m'ont demandé de leur rendre une faveur, de ne pas être trop dur avec elle, d'y aller doucement, et de ne pas oublier que son mari venait de mourir dans un incendie la veille de Noël. Au moment où j'ai entendu ça, j'ai été surpris. Comment ça? Il est mort dans un incendie à Noël? Alors on a commencé à s'intéresser à son passé. Les découvertes des inspecteurs vont transformer une simple affaire de détournement en traque pour arrêter un génie du crime des plus discrets. Au printemps 2003, à Baltimore, dans le Maryland, Cindy McKay est dans une situation critique. Buddy, son mari, est mort dans un incendie tragique à Noël et elle vient de se faire prendre pour avoir dérobé un peu moins de 200 000 $ à son employeur précédent. Je me suis dit, elle va devoir trouver un moyen de rembourser tout cet argent. Il existait une base de données qui indique le bénéficiaire d'une police d'assurance quand une réclamation est faite. Et Cindy avait fait une réclamation. Elle était la seule bénéficiaire d'une assurance vie dont le montant s'élevait à 300 000 $. Buddy avait des enfants issus de relations précédentes, mais tout l'argent de son assurance vie est revenu à Cindy. C'est là qu'on a commencé à se concentrer sur sa relation avec Buddy Downs. Cindy racontait toutes sortes d'histoires sur Buddy. Elle disait qu'il était alcoolique, qu'il avait un mauvais caractère et qu'il avait des dettes. Mais ça ne lui correspondait pas pour ce qu'il connaissait. Je ne sais pas de quoi elle parlait, ni à quoi elle pensait. Mais il n'avait pas de problème de jeu, ni de problème d'alcool. Il aimait la bière, mais il ne buvait jamais seul. Il a travaillé pour la ville de Baltimore pendant 30 ans. Tous ses subalternes et ses collègues nous ont dit qu'il n'avait jamais participé à des jeux d'argent, qu'il restait éloigné des personnes peu fréquentables. Ils adoraient Buddy. Même Matthew, son fils, contredit le récit de Cindy à propos de l'usurier qui l'aurait menacé. Il n'y a jamais eu de mafieux à la maison, ni de pistolet dans ma bouche. Tout ça n'est jamais arrivé. À ce moment-là, j'ai compris qu'elle nous mentait depuis le début. Cindy avait proposé de rembourser tout l'argent au séminaire. Je ne pense pas que son offre était sincère. Je pense qu'elle a dit ça pour gagner du temps. L'inspecteur Gibson vérifie si Cindy a déjà un casier judiciaire. C'est là qu'on a commencé à s'apercevoir que ce n'était pas sa première escroquerie. Elle avait d'autres ex-maris. Elle avait falsifié et contrefait un certificat de décès pour son père pour récupérer l'argent de son assurance vie. Cindy a eu plusieurs petits boulots. Durant l'un d'eux, elle a été accusée de vol et de détournement de fonds. Et les locaux ont été détruits dans un incendie. Des témoins ont déclaré avoir vu une femme quitter les lieux, mais ils n'ont jamais découvert son identité. Mais Cindy est tout de même allée en prison pour avoir dérobé de l'argent à cette entreprise. Elle a été incarcérée 6 mois. Richard Gibson appelle alors l'avocat de Cindy pour demander à interroger sa cliente. J'ai dit à son avocat, quand Cindy sera là, je vais l'interroger en long et en large à propos de l'argent qu'elle a volé au séminaire. Ensuite, une autre juridiction de la police de Baltimore va venir pour lui poser des questions également, mais à propos de l'incendie qui s'est produit la veille de Noël. Il m'a promis que Cindy serait là pour 10 heures. Mais Cindy ne vient pas. À 235 km de là, à Ocean City, la police locale fait une découverte troublante. Une voiture suspecte avait été signalée à la police. Elle était garée près de l'eau. Les phares étaient allumés. Et à l'intérieur de la voiture, il y avait des effets personnels. Un téléphone en train de charger et un sac à main. Plus surprenant, il y avait l'emballage carton d'un bateau gonflable et le ticket de caisse du magasin. J'ai reçu un appel à mon bureau de son avocat pour me dire que Cindy s'était suicidée à Ocean City. Elle avait laissé une lettre adressée à son ex-mari.
Dans sa lettre, elle disait qu'elle savait que la prison l'attendait, mais qu'elle ne supporterait pas d'y retourner. Elle préférait mourir plutôt que croupir en prison. Elle lui demandait d'expliquer à leurs enfants qu'elle n'avait pas eu d'autre choix et qu'elle était partie en bateau dans l'océan. C'était certain qu'elle voulait qu'on retrouve sa voiture, elle voulait qu'on voie son message. La police était à sa recherche et elle est tombée sur un mot qui disait « Ne me cherchez pas, j'ai mis fin à mes jours, je repose sous l'océan ». La police fouille l'océan à la recherche de Cindy. La police de l'État avait lancé des recherches pour retrouver le bateau, mais personne ne l'avait aperçu. C'est une façon inhabituelle de se suicider. Je ne pense pas que la police ait souvent eu affaire à des personnes qui choisissent d'aller à la mer et de se laisser noyer dans l'océan. Pour moi, tout ça, c'était une mise en scène. On n'a jamais retrouvé le bateau. La lettre de suicide ne semblait pas être sincère. Cette histoire me paraissait peu probable. J'ai compris qu'elle avait pris la fuite. Cindy avait déjà prouvé qu'elle savait se sortir de situations difficiles. Elle était maligne et impitoyable. Les mois passent et aucun signe de Cindy. On a lancé un avis de recherche pour essayer de la retrouver. La police n'a pas trouvé la moindre trace de Cindy, pas le moindre signe, pas le moindre indice, absolument rien du tout. Refusant de croire qu'elle s'était donné la mort, les enquêteurs se penchent sur sa vie privée. À l'époque, elle essayait de se réconcilier avec David Aharoff, son ex-mari. Ils venaient d'acheter une maison ensemble. Buddy n'était pas mort depuis longtemps, mais elle a décidé de se remettre avec son ex-mari et d'emménager ensemble dans une nouvelle maison. Selon moi, ça cachait quelque chose. Les enquêteurs suivent cette piste. On est allé voir chez l'ex-mari à Salisbury. Considérant Cindy comme dangereuse et certainement armée, ils arrivent sur place, prêts à tirer. On a pénétré à l'intérieur et je me souviens que c'était le chaos. À l'étage, dans sa chambre, ils trouvent le fils de Cindy, Matthew. J'ai été réveillé par le bruit de la porte et par toute une équipe d'intervention de la police. Matthew était foudrage. Il s'était lancé et il a foncé droit sur moi. Je me souviens qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour l'immobiliser. Ils m'ont dit qu'ils étaient venus fouiller la maison pour la retrouver. Si vous savez où elle est, vous devez me le dire. J'ai répondu, elle est au travail. C'est tout ce que je savais. Je lui ai dit de quoi elle était soupçonnée et qu'elle était accusée et avait déjà été arrêtée pour de très nombreux détournements de fonds. Je ne savais pas que c'était une voleuse, mais c'est vrai qu'elle n'avait jamais de problème d'argent. Et en y réfléchissant aujourd'hui, je me dis que c'est impossible qu'elle ait pu se permettre tout ça avec le salaire qu'elle avait. Elle avait réussi à me garder dans l'ignorance. Malgré tous leurs efforts, les enquêteurs n'ont toujours pas retrouvé la trace de Cindy. I was hoping you could help me. 2 semaines après la disparition de Cindy, une association religieuse à Dover, dans le Delaware, préparait un vide-grenier. Une femme aux cheveux foncés est venue les voir pour leur demander de l'aide. Elle leur a dit qu'elle s'appelait Annie Pillar, qu'elle avait été bonne sœur et qu'elle était tombée amoureuse d'un prêtre. Leur relation étant impossible, elle cherchait aujourd'hui à reprendre sa vie en main. Cette femme est venue demander à l'église de l'aide pour trouver un logement, le temps de remonter la pente. L'association religieuse avait une solution pour Mademoiselle Pillar. Ils l'ont mise en contact avec une paroissienne assez âgée qui était sénile et qui avait besoin d'une aide à domicile. Ils lui ont suggéré d'emménager chez elle. Thank you. God bless you.
Elle s'appelle Shirley Bloom. Ma mère était une femme adorable et pas du tout méfiante. Mon père était décédé depuis 1985, alors elle vivait seule dans cette maison depuis très longtemps. J'avais peur pour elle, elle tombait souvent. Et il n'y avait personne avec elle pour l'aider. Je me disais qu'elle commençait à être très âgée et à devenir sénile. Un jour, elle m'a appelée pour me dire qu'elle avait une excellente nouvelle. Elle avait rencontré une certaine Annie Pilar. Annie et Madame Bloom sont devenues très proches. Annie l'accompagnait pour aller chez le médecin, pour faire les courses. Heavenly Father, we pray that your son, Henry Bloom, is at peace with you in heaven. Cette relation les arrangeait toutes les deux et Madame Bloom appréciait beaucoup Annie. Elle était là pour elle et prenait bien soin d'elle. Annie était très dévouée à ma mère. Les amis de l'église de ma mère pensaient toutes que c'était la solution idéale. Elle avait quelqu'un pour s'occuper d'elle et pour la protéger. I'm looking for the rectory. It's out the door and to the left. Thanks. Then I heard a voice from heaven say, "Here, I'll take that one." Okay. Les semaines passent et les deux femmes deviennent inséparables. Elles s'entraidaient l'une et l'autre. Annie avait besoin d'un logement et Madame Bloom avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Oh, and there's something else I want to show you too. Mais Madame Bloom et ses proches ne se doutent pas qu'elle cache quelque chose. Cindy McKay a réussi à se réintégrer dans la société. Et Shirley Bloom va devenir sa prochaine victime. Ça paraissait trop beau pour être vrai. C'était trop parfait. Ma mère adorait Annie parce que pour elle, elle était la réponse à ses prières. En mai 2003, Cindy McKay est en cavale. Après avoir fait croire à sa mort pour se débarrasser de la police, elle réside dorénavant à Dover, dans le Delaware, sous ce qu'elle croit être la couverture parfaite. Sous l'identité d'Annie Pilar, elle a été embauchée en tant qu'aide familiale à domicile chez une riche veuve, Shirley Bloom. Madame Bloom appréciait énormément Annie. Elle était très impliquée dans la vie de la vieille dame et celle de la communauté. Mais ils ne s'imaginent pas qu'ils ont affaire à une personne fourbe. Comme elle s'occupait de Madame Bloom, Annie avait accès à sa carte bancaire et à son compte. Quand elle achetait quelque chose pour Shirley, elle en profitait parfois pour se payer quelque chose pour elle aussi. Plus Shirley se rapproche d'Annie, plus sa fille Suzanne s'inquiète de cette amitié. Je ne connaissais pas cette femme. Ma mère l'adorait et lui faisait confiance. Je culpabilisais un petit peu parce que je me disais que je devais être plus reconnaissante qu'elle s'occupe d'elle. Mais j'avais quelques doutes. Moins de 2 mois après l'emménagement d'Annie, Suzanne reçoit un appel étrange. Yes, hello? C'est le courtier de ma mère, qui était le courtier de la famille depuis des années, qui m'a prévenu. Il y a un problème. Je pense que le compte de votre mère a été piraté. Est-ce que vous êtes au courant? Ça s'est allé sur les relevés de compte sur 5 ou 6 semaines. On a analysé chaque achat pour voir ce qu'elle avait fait et ce qu'elle n'avait pas fait. Suzanne appelle sa mère pour l'alerter à propos de son compte en banque. Annie a tout de suite décroché. Je lui ai demandé, ma mère est là? Il y a un problème avec son compte en banque. Il y a 3 chèques qui... Tout en parlant, j'ai eu une révélation et j'ai enfin compris. C'était elle, la voleuse. En presque 6 semaines, Annie avait réussi à détourner environ 200 000 $ de plusieurs comptes qui appartenaient à ma mère. Je me suis mise à paniquer. Parce qu'elle était chez elle, en ce moment même. Ce courtier avait appelé ma mère. Alors Annie savait que ma mère était au courant. Et ma mère était assez âgée. Elle était seule avec une personne à qui elle faisait confiance. Je ne savais pas si elle était en sécurité. Je ne savais pas de quoi cette femme était capable.
Elle demande à une amie d'aller chercher sa mère, puis elle appelle la police. Son amie était en route pour aller la chercher et la police allait arriver aussi. Quand la police de Dover arrive sur les lieux, la maison est vide. Il n'y avait personne à l'intérieur. Annie avait disparu. Ma mère était partie juste avant. On a eu de la chance. Cindy McKay prend la fuite, encore une fois. Les enquêteurs ont rassemblé tout ce qu'ils savaient et ont calculé que près de 200 000 $ avaient été dérobés et dépensés pour acheter une voiture, 2 motos. Elle avait même acquis une maison en bord de mer à 50 000 $. Quand elle prenait de l'argent, ce n'était pas des petits montants. À 400 km au sud de Baltimore, Cindy McKay adopte encore une nouvelle identité. Elle s'installe dans un foyer pour femmes battues à Norfolk, en Virginie. Elle est allée là-bas et a raconté qu'elle était mariée à un agent de police et que son mari l'avait agressée. Elle avait peur de lui, alors elle cherchait un abri et de l'aide. Parce qu'elle est soi-disant mariée à un agent violent, personne au foyer n'insiste pour qu'elle porte plainte. Elle leur a donné un faux nom, mais elle leur a donné son vrai numéro de sécurité sociale, celui au nom de Cindy McKay. Elle avait appelé son deuxième mari pour lui dire qu'elle avait eu un accident, qu'elle était à l'hôpital, mais qu'elle avait peur de se faire arrêter, alors elle avait besoin de son aide. Quand il a raccroché, il a appelé la police. David, son ex-mari, m'a appelé et m'a dit « Inspecteur, je sais où elle est. Elle vient de m'appeler, dépêchez-vous. » On a sauté en voiture et fait 3 heures et demie de route vers le sud, direction Norfolk. On est arrivé au foyer, on leur a dit qui on était, ce qu'elle avait fait. On avait plusieurs mandats et ils nous ont montré sa chambre. Et à l'intérieur, sur son lit, elle avait laissé des cartes. Dessus, elle avait indiqué son itinéraire de fuite. Elle avait tout préparé. Elle allait bientôt repartir. Quand Cindy est revenue dans sa chambre, je lui ai dit « Bonjour Cindy, comment allez-vous » Cindy a essayé de nier sa véritable identité. Mais ils étaient certains que c'était bien elle. Dans la chambre, ils avaient trouvé une carte d'identité au nom de Cynthia Downs. C'était son nom quand elle était encore mariée à Buddy. Elle savait que c'était terminé pour elle. Ça a été un grand soulagement de l'avoir enfin trouvé. Je savais que ça allait permettre à beaucoup de personnes de tourner la page. Et il fallait l'arrêter avant que quelqu'un d'autre soit blessé. Le 31 octobre 2003, Cindy McKay plaide coupable à l'accusation de détournement des fonds du séminaire. Elle est incarcérée dans une prison du Maryland. Elle a plaidé coupable et a écopé de 7 ans. Mais même en prison, Cindy continue ses manigances. Cindy n'est pas restée inactive en prison. Elle a tiré profit de plusieurs programmes. Elle est aussi apparue dans des annonces d'utilité publique sur les femmes battues. Elle savait ce qu'elle avait à faire, ce qu'elle devait dire. Elle savait ce qu'elle devait raconter et quels mots utiliser pour faire croire qu'elle avait des remords ou qu'elle avait changé. Elle montrait qu'elle s'était repentie et qu'elle n'allait pas recommencer. Et ils y ont cru. Elle les a tous convaincus. L'été 2005, presque 3 ans plus tard, sa demande de remise en liberté conditionnelle est acceptée. Après sa libération, elle rentre à Baltimore et reprend ses habitudes. C'est une menteuse et une usurpatrice. Tout ce qu'elle sait faire, c'est comploter. Elle est aussi accro à l'argent. Il est 3 heures du matin et à 20 minutes de route au sud de Baltimore, à Millersville, un habitant appelle les urgences. La police locale s'est rendue sur les lieux d'un incendie. Dispatch, I'm on Old Mill Road. Looks like there's a small fire off the side of the road. Could be a brush fire. On aurait dit que quelqu'un avait mis le feu à un mannequin.
Ils se sont approchés et en réalité, c'était un corps. When the police arrived at the corner of Old Mill Road and Gardelman Farm Drive in Millersville, they made a gruesome discovery: a badly burned body on the side of the road. Le corps était allongé sur le côté et avait été enroulé dans une couverture bleue qui a été presque entièrement brûlée par le feu. Tous ses vêtements avaient été brûlés. Ce qui se trouvait sous le corps était encore intact parce que les flammes ne s'étaient pas répandues jusque-là. Anne Arundel County Police scoured the area for clues and evidence, anything to make sense of this. Ils ont pu identifier qu'il s'agissait d'un homme. Ils ont retrouvé des chaînes en or autour de son cou. Il portait un postiche et il avait aussi un tatouage sur le bras. Il n'avait pas ses papiers sur lui quand on l'a trouvé. Alors on savait qu'on allait avoir du mal à l'identifier. On était sûr qu'il ne s'était pas embrasé lui-même. We don't know if the person was deceased before the burning occurred. If something happened here and then the burning occurred, that's all got to be determined through the investigation. Le lendemain matin, la police reçoit des renseignements. Un voisin les a appelés après avoir aperçu un sac poubelle dans son jardin qui ne lui appartenait pas. Il avait entendu parler du corps qui avait été brûlé. Ce sac poubelle lui paraissait suspect. Alors il a appelé la police. À l'intérieur du sac, la police découvre la carte d'identité d'un homme de 50 ans appelé Anthony Fertitta. Ils trouvent également une veste de livreur, un sac de pharmacie, un relevé de paye, des lettres et des cartes bancaires, toutes au nom d'Anthony Fertitta. Les enquêteurs ont enfin le nom de leur victime. Mon frère avait un grand cœur. Il travaillait dur. Il aimait vraiment son travail. Il aimait les animaux. Et il adorait Elvis Presley. La police interroge les collègues de Tony. Ils apprennent que l'homme connu pour être un bourreau de travail était absent ce matin-là. Tony ne manquait jamais un jour de travail. Même s'il était fatigué, il venait travailler. Tony était un employé modèle. Tony était très apprécié. Il n'avait pas vraiment d'ennemis. Tony est populaire sur son lieu de travail. Mais pour trouver l'amour, il a beaucoup moins de chance. Tony cherchait une femme pour partager sa vie et pour le rendre heureux. Mais il ne tombait jamais sur la bonne personne. Mais il vient récemment de dire à un de ses amis que sa chance a tourné. Pendant l'hiver de 2005, j'ai croisé Tony. Il m'a dit « Luc, il faut que je te présente ma nouvelle copine. Je crois que c'est la bonne. Je pense que tu vas l'apprécier. » Il semblait vraiment heureux. I haven't heard from you, and so I don't know what's going on. Thought you were coming over. Give me a call. J'étais chez moi et je me suis dit, oh non, c'est Cindy. Le 23 février 2006, le lendemain de la découverte du corps calciné de Tony Fertitta, la police convoque sa petite amie accablée de chagrin pour l'interroger. Il s'agit de Cindy McKay. Elle nous a dit que le réveil avait sonné à 2h50 du matin le 22 février, puis Tony était parti travailler. C'était la dernière fois qu'elle l'avait vu. Elle répète qu'elle lui a laissé des messages toute la journée. Hey, it's me. I don't know what's going on. I've been hoping all day. I know work is kicking your butt right now, but, you know, there are good things in life, too. Call me. Love you, baby. Bye-bye. Ne connaissant pas ses crimes passés, la police du comté d'Anne Arundel remercie Cindy et la laisse partir. Le lendemain, l'autopsie révèle que Tony est mort d'une blessure à l'arme blanche avant d'avoir été brûlé. La police s'intéresse de plus près à la vie privée de Tony Fertitta pour découvrir qui pouvait lui en vouloir. Mais ils n'ont pas à chercher loin. On a appris qu'il lui manquait certains objets et que sa maison avait été cambriolée. Il avait perdu $2500 et avait accusé Cindy
ce qui a mis leur relation en difficulté. On a aussi découvert que quelqu'un avait essayé d'acheter plusieurs meubles avec une de ses cartes de crédit. Cindy avait dépensé presque $7 000 dans des meubles. Grâce à toutes ces informations, j'ai pu obtenir un mandat pour fouiller son domicile. L'inspecteur Alban se rend chez elle. On a dû forcer sa porte. Quand on est entré, il y avait une forte odeur de javel. À l'intérieur, ils aperçoivent une tache sur la moquette qui vient d'être nettoyée. C'était encore humide. Ensuite, on a décidé de découper un morceau de moquette. En la décollant et en retirant toutes les couches de moquette et de capitonnage en dessous, on a découvert qu'une grande quantité de sang s'était trouvée à cet endroit. L'inspecteur Alban en est certain. Le sang incrusté dans le sol est celui de Tony. On a trouvé un manteau qui appartenait à Cindy. Il y avait des traces de javel sur les manches au niveau des poignets. Where's the other knife? Les preuves ont commencé à s'accumuler quand on a vu la bouteille de javel. Il y avait des sacs de pharmacie. Ils provenaient de la même pharmacie que celui qu'on avait trouvé. Ils contenaient le permis de conduire de Tony et ses cartes bancaires. Après avoir fouillé le domicile de Cindy, les enquêteurs retrouvent le pick-up de Tony. Il y a des éclaboussures de sang sur le pare-choc et l'intérieur. Puis on a découvert le couteau sous le siège avant du pick-up. La dernière preuve que la police obtient est la plus accablante de toutes. Ce sont les images d'une vidéosurveillance. On y voit Cindy acheter un bidon d'essence et une bouteille de javel peu de temps avant qu'on découvre le corps de Tony. À ce stade-là, on a contacté le bureau du procureur du comté et on a été autorisé à inculper Cindy McKay pour avoir tué Tony Fertitta et tenté de dissimuler le meurtre. Pendant ce temps, à Baltimore, l'inspecteur Richard Gibson apprend ce qui est arrivé à Tony Fertitta grâce aux informations. J'ai entendu aux infos qu'il y avait eu une arrestation. Cynthia Jean McKay just got out of prison back in July for embezzlement and trying to fake her own death. J'étais chez moi et je me suis dit, c'est pas vrai. Ma plus grande peur était qu'elle s'en prenne à quelqu'un d'autre. Et ça avait fini par arriver. Quand j'ai appris qu'elle avait été arrêtée pour avoir tué son compagnon, je me suis rappelé de ce jour où je l'avais appelée et où, en lui parlant, j'avais compris que c'était Annie qui avait volé l'argent et qui avait commis la fraude. Et en y repensant, à l'époque, je croyais qu'elle s'intéressait seulement à l'argent. Quand je pense qu'elle a tenu ma fille dans ses bras, ça me rend malade. Je suis écœurée. Alors c'est vrai. On a eu de la chance. Après l'arrestation de Cindy pour le meurtre de Tony Fertitta, les enquêteurs cherchent à reconstituer la chronologie des événements et à trouver son mobile. Cindy avait un mobile pour le meurtre de Tony. Il avait découvert qu'elle lui volait de l'argent. Avant ça, Tony était aveuglé par l'amour. Il ne voulait pas accepter le fait qu'elle puisse lui faire une chose pareille, qu'elle puisse lui voler de l'argent. Puis, il a commencé à se réveiller et à comprendre ce qu'elle faisait dans son dos. J'ai su qu'elle avait volé son numéro de sécurité sociale. Après avoir rompu avec elle, il voulait trouver des informations sur elle pour récupérer ses affaires. Et elle lui a dit, d'accord, donne-moi ton numéro de carte de sécurité sociale et je m'en occupe. Et il l'a fait. Et depuis ce jour-là, elle lui volait de l'argent. Il en avait assez. Il voulait lui demander des explications sur ce qu'elle faisait avec ses cartes de crédit et le reste. Toutes les affaires qu'il avait mises dans son coffre-fort avaient disparu. Des objets qu'il avait collectionnés toute sa vie, des cartes de baseball et des bijoux. Il est allé la voir, chez elle, pour récupérer les affaires qu'elle lui avait volées. Je crois qu'il ne savait pas qu'elle avait fait de la prison.
Tony avait l'intention d'aller voir la police. Il n'en pouvait plus, mais elle ne comptait pas retourner en prison. Cindy était très forte. Elle pouvait se montrer douce et innocente à un instant, puis son comportement changeait et elle devenait une personne complètement différente. En préparant leur dossier contre Cindy, les enquêteurs découvrent que personne n'est immunisé contre ces manipulations. Pendant son interrogatoire, Matthew a fini par avouer que sa mère lui avait demandé de dire que c'était son frère Christopher qui avait tué Tony. Quelle mère demande à un de ses enfants d'accuser son propre frère de meurtre? Cindy avait inventé tellement de mensonges qu'elle ne savait plus séparer le vrai du faux. Cindy a transmis son plaidoyer. Elle plaidait coupable, mais c'était un plaidoyer Alford. C'était une façon de dire « Je ne vais pas dire que je suis coupable, mais vous avez assez de preuves pour attester que je suis coupable. » Elle a été condamnée à 30 ans d'emprisonnement. J'ai travaillé pour le procureur pendant 28 ans et je n'ai jamais vu d'affaire aussi complexe, sournoise et pénible que l'affaire Cindy McKay. Cindy est fourbe. Elle est destructrice. Elle s'est retournée contre tous ceux qui l'aimaient. Elle avait fait du mal à beaucoup de monde. Elle a arnaqué tout le monde. C'est tellement écœurant, ça me rend malade. Tony travaillait dur. C'était un bon vivant, un très bon vivant. Il profitait de la vie et cherchait l'amour. Vous savez, Buddy n'a jamais rien fait de mal. Tout le monde l'aimait. C'est tout. Je l'adorais. Elle n'était pas obligée de le tuer, mais c'était quelqu'un de dangereux. Elle était accro à l'argent. Elle n'a jamais pris de drogue, elle ne buvait pas d'alcool. Elle ne touchait pas à tout ça. La seule chose dont elle ne pouvait pas décrocher, c'était l'argent. C'est tout ce qui importait dans sa vie. C'est incroyable de se dire qu'elle s'est donné autant de mal pour dissimuler ses crimes. Elle s'est fait passer pour une bonne sœur. Elle a fait croire à sa mort. Ça montre bien qu'elle était prête à tout pour ne pas se faire prendre. Si vous la croisez un jour, faites demi-tour, parce qu'elle va vous gâcher la vie. Comme elle l'a fait avec tous ceux qui l'ont connue. Quelqu'un comme elle mérite de mourir en prison.